Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain, pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette 5e saison. Les baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Entourée des eaux claires du Pacifique, l'île volcanique de Tofua, dans l'archipel des Tonga, conserve en son sein un lac d'eau sulfureuse. Au nord, s'échappe la fumée du volcan toujours en activité. Environ 60 km² de terre, occupés pour la dernière fois dans les années 90. Pour partir loin des autres et de la vie confortable, l'ancien snowboarder suisse Xavier Rosset choisit de s'y installer pendant 300 jours en 2008. Dans cette forêt semi-tropicale, entourée de cocotiers et de déserts caillouteux, la plupart des heures du jour sont consacrées à sa survie. S'abriter, s'hydrater, se nourrir, ne pas mourir. Veiller à ne pas trop se dépenser aussi, car l'énergie est précieuse. Un effort de chaque instant jusqu'à s'adapter finalement au rythme de l'île qu'il a décidé d'habiter. Mais dans cette quête de l'origine, cette recherche extrême de la communion avec la nature, il y a aussi l'apprentissage de soi, la volonté d'arrêter le temps et la perte de repères qui jadis maintenait à flot et lentement peut faire plonger dans les méandres de la solitude. Ta liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. Et être seul, c'est génial parce que tu as une liberté absolue. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Le revers de la médaille, effectivement, c'est qu'il faut accepter cette solitude. Moi, je suis quelqu'un de très social. Et du coup, en étant seul, il y a des moments où j'ai des downs. Il n'y a personne qui va venir te donner un coup de main. Il n'y a personne qui vient t'aider. Tu es seul dans ta jungle. Tu l'as voulu. Et on a une expression chez nous qui dit « t'as voulu un vélo, pédale ». Donc, au bout d'un moment, tu es obligé de remonter la pente et puis d'accepter ça parce que tu n'as juste pas le choix, quoi. C'est un rêve que je voulais réaliser. Ça fait 14 mois que je travaille pour le faire. Eh bien, là, j'y suis. Je crois que j'ai pas fini de rigoler ici. Je crois que le plus important, c'est de vraiment rester zen, puis de garder son calme. Parce que quoi que tu fasses, de toute façon, t'es tout seul. Pendant 10 ans, j'ai été snowboarder professionnel. Et puis, je ridais l'extrême de Verbier. Et en 2005, je termine 2e de l'extrême de Verbier. Et ça me propulse dans les 5 meilleurs mondiaux. Et en 2006, je me retrouve au sommet de cette face. Et du coup, j'ai plus la même motivation que j'avais avant. J'ai l'impression que mon rêve est réalisé. Du coup, je me dis, ok, il faut que tu fasses autre chose. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Et je me suis dit, je suis quelqu'un de social, j'aime la montagne et j'aime le froid. Pourquoi pas faire exactement l'inverse? Pourquoi pas partir pour une longue période sur une île inhabitée du Pacifique? La préparation, ça m'a pris environ 14 mois. Le plus difficile à la base, c'est déjà de trouver une île. Il y a énormément d'îles dans le monde, mais d'arriver à trouver une île qui correspond aux critères que je voulais et que j'avais besoin, c'est-à-dire qui a suffisamment d'eau fraîche, qui soit suffisamment grande pour que je puisse me nourrir de un, et puis explorer, et puis aussi qui soit suffisamment loin de toute civilisation pour que je me sente quand même reclus et seul au monde. Ça m'a pris 4 mois de trouver une île. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'archipel des Tonga. L'île Tofua se situe dans le Pacifique Sud. C'est une île qui fait 64 km². En gros, c'est une île volcanique active, donc ça veut dire avec une énorme caldeira, et au centre, il y a un volcan actif et un grand lac d'eau salée. L'autre île habitée la plus proche, elle est à 35 km. Tu vois jamais un avion, tu vois très rarement un bateau qui passe. Tu es vraiment seul au monde. Les révoltés du Bounty, la mutinerie du Bounty, c'était sur l'île de Tofua en 1772. Et du coup, cette île a été habitée jusqu'à fin des années 90.
mais par des toutes petites communautés. Et puis après, ils ont quitté l'île parce que la vie est très dure. T'es vraiment loin de tout et c'est dur. Donc l'île est inhabitée à l'année. Il y a des gens qui viennent une fois de temps en temps, une vingtaine de cultivateurs qui viennent pour cultiver ce qu'ils appellent le kava, une plante locale qui est très connue là-bas. Et du coup, ils restent 1 semaine, 2 semaines, ils cultivent leur kava et ils repartent. Volontairement, je n'ai pas pris d'informations sur la survie. Je voulais pas apprendre ici et retransposer ce que je connaissais, ce que j'avais appris ici sur mon île. Je suis parti avec 0 connaissance. Je savais faire du feu. J'ai un ami qui m'a montré comment faire du feu avec des bouts de bois. Merci papou. Et autrement, je suis vraiment parti avec le minimum de connaissances. La préparation physique, ça c'est assez facile. J'ai mangé de la raclette et de la fondue pendant 12 mois. J'ai pris 18 kilos de masse graisseuse en me disant que les premiers jours, peut-être, j'aurais pas à manger. C'est 14 mois de préparation pour faire en sorte que je sois prêt, convaincre mes amis, ma famille aussi, que je savais ce que j'allais faire. Moi, j'en étais convaincu. Volontairement, je voulais pas partir avec une grosse garde-robe. Je suis parti avec ma casquette, le t-shirt, un pull, un caleçon, une paire de jeans. J'ai oublié les chaussettes sur la commode chez moi à Verbier, et puis une paire de baskets et une paire de Crocs. Je suis vraiment parti à la fraîche avec une paire de lunettes de soleil aussi qui m'a énormément servi. Avant d'arriver sur l'île de Tofua, j'arrive sur une petite île qui s'appelle Kotu, qui est à 35 km, qui est l'île habitée la plus proche de Tofua. Et là, les conditions météo ne permettent pas à ces tout petits bateaux de pouvoir m'amener sur Tofua. Donc là, je reste 4-5 jours avec les gens. C'est une petite île qui fait 400 mètres sur 200 mètres, habitée par 100 personnes. Ce qui m'a bien aidé, c'est que les locaux m'ont montré sur leur petite île qu'est-ce qu'eux mangeaient. J'ai pu apprendre que ça se mangeait, ça se mange comme ça il faut cuire, ça il faut tac, tac, tac. Et ça m'a donné énormément d'informations avant de partir sur Tofua. Quelques jours après, on peut enfin prendre la mer, l'océan, et on fait ces 35 km de bateau. Ça prend environ 3 heures, 3 heures et demie sur une mer qui est assez démontée. Quand on arrive sur l'île, moi je leur montre un peu où je voulais être débarqué. Ils me débarquent et le bateau il repart immédiatement. Parce que eux, ils ont de nouveau 3h30, 4 heures à faire en sens inverse pour retourner. Et on décharge mes bagages et puis je les regarde partir, quoi. Et à ce moment-là, je suis un peu partagé entre 2 feelings. Le premier feeling, c'est je suis très content parce que ça veut dire que les 14 mois que j'ai travaillé, eh bien ok, là j'y suis. L'aventure commence maintenant. Et en 2, c'est un énorme sentiment d'humilité parce que je sais que quoi qu'il arrive, pour les 300 jours qui suivent, eh bien je suis seul. Et il n'y a personne qui va pouvoir m'aider. Et du coup, je vais devoir compter que sur moi-même. Et ça me donne un énorme sentiment d'humilité. Le premier jour, il faut que je trouve à boire, à manger, et il faut que je trouve un endroit pour pouvoir dormir qui est en sécurité par rapport à ma survie et que je puisse vivre jusqu'au lendemain déjà. Ma priorité, c'est ça, c'est de vivre jusqu'au lendemain. Je sais que il va falloir faire attention. Quoi que tu fasses, tu tombes à l'eau, t'arrives pas à ressortir, t'es mort. Tu te fais une grosse fracture, dépend où t'es dans la jungle, tu te fais piquer par certaines bestioles, soit t'es mort, soit t'es pas bien. J'arrive dans un endroit dont je suis plus le prédateur suprême, que c'est pas comme une ville construite par l'homme pour l'homme. Là, je suis au milieu de la nature, c'est pas moi qui décide, quoi. C'est pas moi le plus fort, là. Ça fait 24 heures que je suis là. 24 heures, un jour. Je suis déjà en manque d'eau, je suis en manque de bouffe. L'idée de partir sur Tofua, c'est vraiment d'arrêter le temps. Pour enterrer la montre, je veux un endroit qui soit pas trop loin de ma cabane et qu'on puisse voir l'océan. C'est ça que je voulais pour ma montre. Je trouve un caillou avec un trou un peu dessous. Et je décide que ça peut être un endroit sympa. Je creuse un trou, ça me prend 3/4 d'heure, 1 heure à creuser un petit trou avec des bouts de bois que je trouvais. Et la montre, elle est dans une caisse étanche, parce qu'autrement, elle se fait défoncer, c'est clair. Et du coup, je l'enterre et je la recouvre. Et je sais que tous les jours, quand je passe, je dis coucou à ma petite montre qui est enterrée. Et l'idée,
d'enterrer la montre, c'est vraiment d'arrêter le temps, d'arrêter ma perception du temps, en tout cas. Et arrêter le temps, c'est absolument incroyable. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu comptes pas tes jours, après une semaine, tu sais plus. Tu sais plus depuis combien de jours tu es là. Et du coup, tous les jours, je mettais une coche sur un arbre, devant ma cabane, et je pouvais les compter. Et ça, c'était super, super important. Le deuxième jour après mon arrivée, je dis qu'il faut que je trouve à manger, j'explore un peu l'île. Et je marche pendant 2 heures de temps, je pense, au milieu de la jungle. Et je fais des petites marques sur les arbres en me disant, je fais comme Indiana Jones, comme ça je retrouve mon chemin. Et après 2 heures, je dis, bon, ok, je reviens en arrière, je retourne à mon camp. Et du coup, je me perds parce que toutes les marques que j'ai faites sur les arbres, dans la jungle, il n'y a rien qui ressemble plus à une branche cassée qu'une autre branche cassée. Et je suis jour 2 dans ma jungle à Tofua et je suis perdu. À force d'essayer de trouver mon camp que je ne trouve pas, la seule chose que je peux faire, c'est de descendre sur la plage. Et du moment que je suis sur la plage, sur le récif, là, je peux voir beaucoup plus loin. Parce que dans la jungle, tu vois à 5 mètres maximum. Sur le rivage, j'arrivais à voir à 100 mètres. Et du coup, en marchant sur le rivage, j'ai réussi à retrouver mon camp. Mais jour 2, je me perds, quoi. Débile, le gars. Et du coup, j'ai appris. Je fais toujours attention d'essayer d'être objectif envers moi-même. Les premiers jours, je parle à haute voix, par exemple. Tu es dans la jungle tout seul, donc tu t'embêtes personne. Mais très vite, je me suis dit, il faut que tu arrêtes parce que ça va venir machinal. Dans ta jungle, tu peux parler tout ce que tu veux, mais quand tu vas rentrer en Suisse, il y a peut-être des gens qui t'attendent au tournant et qui disent, regarde, là, il parle à haute voix, il a complètement tourné la boule. Et du coup, je me suis dit, ok, je continue à parler. Je parlais des heures à la nature, je parlais aux arbres, je parlais à l'océan pour qu'il me donne des poissons, je parlais à la jungle pour qu'elle m'aide à trouver à manger. Et du coup, j'arrêtais de parler à haute voix, mais j'avais mon petit monologue intérieur. Ça c'est par exemple un truc que j'ai dû faire attention dès le début. Les premiers jours, c'est difficile parce que je connais rien, mis à part ce que les gens de l'île m'ont montré quelques jours avant. Principalement, je mange des noix de coco. C'est facile à attraper, ça demande peu d'énergie aussi à les attraper. Le liquide à l'intérieur m'hydrate bien. Et puis, la chair blanche me permet d'avoir de l'énergie. Et assez vite, je découvre que les noix de coco, alors c'est un très bon apport, sauf que c'est un très bon laxatif aussi. Et du coup, quand tu commences à perdre plus d'eau que ce que tu en ingères, ça peut commencer assez vite à être un problème. Donc, je freine un petit peu sur les noix de coco et du coup, pour manger, eh bien, j'élargis un petit peu. Je dois partir en expédition. Je pars tous les jours en expédition. Dès le jour 2, je passe mon temps entre expédition, construire ma cabane. La cabane, elle me prend la moitié de mes journées minimum. Elle m'a pris 1 mois et demi à construire la cabane. Mais elle était avec un toit imperméable, tissé en feuilles de cocotier. Donc là j'ai un travail énorme à faire. Et puis le reste de la journée, eh bien, je pars en expédition gentiment. J'ouvre mon domaine d'expédition de jour en jour d'une centaine de mètres pour trouver des fruits sauvages, des racines, et puis tout ce que je peux trouver que je connais et que je sais que je peux manger. Quand je suis parti sur l'île, les pêcheurs qui m'ont emmené sur l'île, ils m'ont demandé ce que j'avais pris. Et ils me demandent si j'ai du fil et des hameçons, du fil de pêche et des hameçons, et je leur dis que j'ai rien. Et il me dit clairement que je suis totalement débile, dans son anglais très approximatif, de partir là-bas avec rien, parce que je risque de mourir de faim, quoi, bêtement. Et il me donne du fil, il me donne des hameçons, et par politesse, je les prends. Et je me dis, de toute façon, je m'en servirai pas. Mais au moins, si jamais j'ai besoin, eh bien, je les ai. Deuxième jour direct, je suis déjà en train d'essayer de pêcher avec l'hameçon et le fil de pêche. Sauf que je viens des montagnes et du coup, je ne sais pas pêcher du tout. Je ne sais pas ce qu'on met au bout d'un hameçon. Alors, j'essaye tout, hein, ça peut paraître assez stupide, mais j'ai même essayé de mettre du corail au bout. Mais après, les poissons ne sont pas partout, ils ne sont pas tout le temps, ils ne sont pas à toutes les profondeurs. Donc, j'apprends énormément. J'apprends aussi la patience. Certaines fois, je reste 6 heures et je pêche rien.
Le premier poisson que je pêche dans mes premiers jours, je décide de pas tout le manger parce que je sais pas si je repêcherai du poisson le lendemain. Donc je décide de l'emballer dans de la feuille de cocotier et je le mets sur un arbre. Et du coup, il y a vraiment un truc que j'ai pas pensé, c'est que les fourmis, peut-être dans la jungle, donc il y a énormément de bestioles qui elles aussi veulent manger ton poisson. Et le lendemain matin, je réouvre ma feuille de cocotier et je vois que le poisson, il est aux 3/4 mangé. Et il y a énormément de fourmis dessus et il est pas ragoûtant à manger, mais vu que j'avais rien à manger, tu manges quand même, tu manges un poisson aux fourmis. À partir de là, j'ai clairement appris que la nourriture que je pêche, elle n'est pas que pour moi, je suis le garde-manger pour beaucoup d'animaux de l'île. Les moustiques aussi, ça c'est... Je me suis pas du tout posé la question avant de partir, mais t'es dans la jungle, tu bouges pas, t'es le garde-manger officiel de tous les moustiques de la région. Tous les jours, j'ai entre 10 et 50 piqûres de moustiques et je peux rien faire contre. Et du coup, c'est aussi un moment où tu apprends à accepter ce que tu peux pas changer. Le fait d'avoir un toit sur la tête, ça paraît très bête, mais c'est un besoin vital que je pense que tout le monde a besoin de ça, de se sentir en sécurité. Et moi, je pensais au début que j'allais me construire une petite cabane en 3-4 jours. Et c'est ce que j'ai fait. La première cabane, je l'ai construite en 4 jours et j'étais tout content. Le 5e jour, il pleut un tout petit peu pendant la nuit. Et je me réveille parce que je suis autant mouillé dans ma cabane qu'à l'extérieur de la cabane. Alors oui, j'ai un toit sur la tête, mais il me sert absolument à rien. Et c'est à ce moment-là que je comprends que je dois avoir une cabane plus solide et étanche. Et cette cabane-là, la deuxième cabane que je fais, elle me prend 1 mois et demi à faire. Et au début, mon idée, c'est je fais une cabane ici, je reste quelques jours, après j'explore dans un autre coin, je reconstruis une petite cabane, je repars ici, je refais ça. Et je réalise très vite que pour faire une cabane, c'est un temps énorme. Parce que j'ai peu d'énergie déjà, parce que je mange pas beaucoup comparé à si on était ici. Je bois suffisamment, mais j'ai très peu d'énergie parce que voilà, c'est pas Noël tous les jours. Et du coup, je décide que cette cabane-là, ça sera ma cabane, ça sera mon camp de base pour le reste de mon expédition, pour les 9 mois d'expédition qui sont encore à venir. J'ai terminé le premier pan de mon toit maintenant, en feuilles de cocotier tressé. Et j'ai réussi à faire quelque chose de mes mains avec rien, avec juste du matériel qu'il y avait là autour et mon imagination. J'en suis fier. Il faut encore voir si c'est imperméable. Ça c'est un autre truc. Mais c'est du travail assez dur. Pas seulement le toit, tout. Aller chercher du bois, aller tout chercher. Donc c'est beau, ça me donne une perception qui est totalement différente du monde, de la vie qu'on a chez nous. J'ai appris à tisser les feuilles de cocotier en attendant de pouvoir aller sur Tofua. Quand je suis resté quelques jours sur l'île à 34 km, à Kotou, les femmes, elles tissent du matin au soir. Pour tous les toits de leur maison, elles tissent. Donc, moi, il y a un jour où je me suis assis, et puis j'ai pris une feuille de cocotier, et puis je tisse à côté de la dame, j'apprends à tisser en même temps qu'elle. Pour eux, c'est cool parce qu'ils s'appellent Palangui. Palangui, c'est l'homme blanc venu d'ailleurs. Et il y a un Palangui qui est à côté d'elle, et puis il parle pas du tout sa langue, mais ça les fait rigoler, et puis moi, j'apprends. Des choses incroyables avec ces gens-là. Eux, c'est leur quotidien. Moi, je partais à la survie, mais tu prends n'importe quel mec de l'île, là, tu le mets sur mon île à Tofua, lui, il n'y a pas de problème. Il vit, lui. Le jour numéro 6, je crois, je suis en train de faire une cage à poissons. Et là, à un moment donné, c'est comme si t'enlèves le courant. Je passe de on à off, je m'assieds et je commence à pleurer. J'ai toute mon énergie qui se barre et je me dis mais qu'est-ce que tu fais là quoi ? Pourquoi t'as choisi ça quoi ? Ta famille, tes amis, ton maillen, ton frigo est plein à la maison et toi tu décides de partir à l'autre bout du monde. Et c'est le premier clash que j'ai eu là après 6 jours et je reste une bonne heure assis à moitié en train de pleurer là, déprimé. Ça me fait un peu bizarre de dire ça mais c'est la première fois depuis le début du trip que je sais pas, j'ai envie de tout raccrocher, tu vois. Enfin, s'il y avait un bateau qui passait qui me disait « Ah tiens, Xav, je te ramène. » À la maison. Et assez vite, je me reprends.
parce que je me dis que c'est moi qui ai choisi ça. Je suis un naufragé, oui, mais un naufragé volontaire. Donc c'est mon choix. Et du coup, il fallait que je fasse avec. Il n'y a personne qui m'avait obligé et qu'il n'y a personne qui allait venir m'aider. Et je réalise assez vite aussi que je suis mon propre psychologue et que il faut se gaffer parce que le mental peut changer assez vite. Et surtout, il n'y a personne pour te dire si tu pètes un câble ou pas. Donc c'est à toi à faire attention. Quand j'étais là-bas, il y avait encore une vieille école. C'est le seul bâtiment en dur qu'il y a sur l'île. Et il restait encore cette bâtisse très délabrée dans la jungle avec un tanker, un réservoir d'eau. Et ce réservoir d'eau-là, alors bon, il datait de Mathusalem avec tout ce que tu voulais dedans. Mais c'était aussi un apport d'eau pour moi. Parce que un humain doit boire au minimum 1,5 litre, c'est minimum jusqu'à 3 litres idéalement par jour. Avec l'eau des noix de coco, je pouvais, mais après quelques semaines, j'avais plus la diarrhée, ça c'était bien, tant mieux. Autrement, il y a un lac interne qui est à l'intérieur de l'île. C'est environ 4 heures de marche et c'est 500 mètres de dénivelé pour monter au sommet de l'île et après tu redescends dans la caldeira. Donc, 3 heures aller, 3 heures retour pour transporter 20 litres d'eau. Donc, c'était long. Et l'eau de l'intérieur de la caldeira, elle est un peu connectée avec le volcan. Donc, elle a un petit goût de soufre et elle est beaucoup moins bonne que l'eau de pluie. Mais quand tu as soif, tu fais moins difficile. Voilà, alors aujourd'hui c'est typiquement une journée à rien faire, où tu apprends à vraiment rien faire parce que j'ai rien pour faire des trucs, donc je fais rien quoi. Il y a un jour, j'essaye de absolument rien faire. Je reste assis devant ma cabane à regarder l'océan. C'est très joli d'ailleurs. Et quand le soir arrive, c'est assez fou, mais je me sens mal, je me sens pas bien. J'ai l'impression que j'ai loupé une journée. Une journée, elle est passée et j'ai rien fait. Et du coup, ce que je fais, c'est que le soir en m'endormant, je prévois ma journée de demain. Je sais que je dois pêcher, je dois avoir à boire, à manger, et puis partir en exploration. Donc, je sais ce que je vais faire le lendemain. Ça me permet de dormir. Et le matin, quand je me lève, j'ai un but. Moi, qu'il soit 9h, midi, 2h, 4h, ça me change pas la donne du tout. Je dois être à ma cabane quand la nuit tombe. Parce que se balader dans la jungle de nuit, faut être joueur. Et du coup, je rythme mes journées avec le soleil et aussi avec les marées. À marée basse, je sais que j'ai accès à certaines portions du récif, là où je peux plus facilement attraper des poissons, attraper des crabes, différents crustacés. Et pour la pêche, par contre, c'est mieux à marée haute à certains autres endroits. Donc mes journées, elles sont vraiment rythmées que par la nature. J'ai aucune obligation, je fais ce que je veux. Et apprendre à rien faire, apprendre à ralentir aussi ses pensées, ça c'est aussi quelque chose d'incroyable. Et j'étais dans un endroit qui me permettait de le faire. Au début, je dois faire tout très vite. Parce que quand j'ai fait, je peux passer à autre chose. Je réalise que je vais beaucoup trop vite pour l'île. Et du coup, je décide de me relaxer, d'aller beaucoup moins vite. Et il y a une période, je dors 18 heures par jour, quoi. Je fais plus rien, à manger, boire, et je dors. À ce moment-là, je vais trop lentement pour l'île. Et ça me prend un moment pour arriver à trouver le rythme de l'île. Bon je marche depuis ce matin. Je n'étais jamais venu ici encore. Et puis là, je suis à, 4 heures de marche, peut-être 5 heures de marche de mon camp. Je sais pas si je pourrais revenir ce soir. La vraie période de survie, elle a duré 1 mois et demi, je pense. Après 1 mois et demi, j'ai ma cabane, je sais où trouver de la nourriture, je peux manger, je peux boire, je connais pas mal les alentours de la jungle autour de ma cabane, donc je suis plus en mode survie. C'est ma vie de tous les jours. J'ai une routine, ça reste toujours boire, manger et puis explorer. Parce que potentiellement, je peux trouver des nouvelles choses. En explorant, je trouve des mangues, je trouve des oranges sauvages, je trouve des sortes de citrons qui s'appellent des colas, je trouve des vainés. Et tout ça, ça demande énormément de marche.
après 2 mois, je commence à agrémenter mon confort. Je veux que ça soit un peu plus confortable. À un moment donné, je me construis un lit en feuilles de cocotier. Je me construis également un banc. Je me construis plein de petites choses. Je nettoie chaque 2-3 jours, je nettoie devant mon camp. C'est super beau, c'est propre. Parce que je me donne de plus en plus de confort, en fait. Le challenge, c'est toujours un peu la solitude à certains moments. Mais autrement, je suis le roi du pétrole sur ma petite île tout seul. C'est la plus belle période, on va dire. Il y a un truc qui est incroyable et qui m'a bluffé, c'est l'instinct. Moi, sur mon île, là, je remarque, j'ai l'instinct qui revient, mais d'une folie. Je repère des trucs avant de les voir. Je reviens primate. Et ça, c'est génial, parce que je me suis vraiment senti revivre. Et ça a été une expérience qui a été incroyable. Et qui m'a donné aussi confiance en moi. La journée de Noël, c'est vrai que c'est une journée un peu difficile. Moi, je l'ai calculé sur mon arbre, mais c'est le premier Noël depuis de toute ma vie, quoi. Où je suis pas avec ma famille, avec mes parents, avec papa, maman, ma sœur. C'est le premier Noël de ma vie. Et du coup, quand t'es tout seul sur ton île et que t'as déjà un peu le moral dans les chaussettes, là, t'es encore plus dans les chaussettes. T'as l'impression que tu manques quelque chose. Mais en même temps, ça faisait partie du jeu. Donc, il y avait un joli coucher de soleil. Donc, tu regardes des beaux couchers de soleil. Et puis, au bout d'un moment, tu prends le positif dans ce que tu trouves. De toute façon, tu peux pas faire différemment. Le soir de Noël, j'ai appelé ma famille, ils étaient tous à table et mon amie a mis le haut-parleur, elle a mis le téléphone au milieu de la table et j'ai laissé un message, une vingtaine de secondes ou quelque chose comme ça. Et après 20 secondes, je me tais. Il y a tout le monde qui se tait, quoi. Il y a une émotion qui est énorme. Et puis, au bout d'un moment, je raccroche parce que de toute façon, j'ai l'impression autant moi qu'autant eux, c'était assez violent. Là, c'est un peu le premier Noël que moi je fais sans vous. Ça me fait un petit peu bizarre, mais on va faire avec. Alors, je voulais juste vous souhaiter un tout joyeux Noël. Et puis, j'espère que papa, ta hanche va bien, que tout se passe bien. Et puis, je voulais vous dire que pour moi, ça va bien. Faut pas vous faire de soucis. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Si on revient par rapport au côté psychologique, il y a un jour... Je décide de les compter, mes coches sur l'arbre. Et j'en compte 75. Et je suis là, je me dis yes, c'est génial. Xav, t'as fait 75 jours déjà, waouh. Combien il en reste ? 225. Et juste le fait de voir qu'il m'en restait 225, c'est impossible. Ces 75 jours-là, ils ont été déjà tellement difficiles, éprouvants, mentalement et physiquement. Dans la tête, ça va, quoi, mais je me dis que j'ai vu... Déjà là, ça fait 36 jours, un truc comme ça. Je me dis que j'ai vu ce que je voulais voir en fait. J'avais prévu 10 mois, mais je dis que voilà. Quand t'es seul, c'est difficile à te motiver aussi, tu vois. Moi, j'ai pas l'habitude de me motiver tout seul à faire des trucs. C'est vrai que ça fait bizarre de pas parler à quelqu'un en fait. Tu vois, je parle toujours tout seul. Pour moi, en tout cas, tout seul, c'est pas top. Je préférerais être avec quelqu'un. Ouais. Pour échanger des opinions, des manières de voir, des manières de penser. Ça m'aiderait, je pense. Mais autrement, ici, ça va, quoi. Mais c'est dur. C'est juste dur parce que je suis tout seul. Tout seul avec... je suis pas vraiment tout seul. Je suis tout seul avec ça. Puis mes escargots que je chope. Je vais finir par me marier avec un escargot si ça continue ici. Je dis c'est pas possible. Et du coup, je décide, à la place de faire 300 jours, je dis je vais en faire 150. J'ai de compte à rendre à personne, j'en ferai 150. Et du coup, vu que j'en avais déjà fait 75, 75, là, j'étais à la moitié du coup. Et là, ça m'a redonné de la pêche, ça m'a boosté. Et ça m'a permis de continuer l'aventure. Juste après ça, j'attrape une infection à un doigt qui en Suisse peut être totalement bénin. Mais après 4 jours, mon doigt, il est une couleur mauve, un joli mauve quand même, sympa. Mais sauf qu'il est super enflé et que j'ai très mal. Et du coup, je prends le téléphone satellite et j'appelle mon médecin, qui est mon médecin d'expédition. J'explique, il me dit, ok, si t'étais en Suisse, on ouvre, on désinfecte et puis on referme.
Puis je dis ok, cool. Et moi je fais quoi? Il dit bah tu fais exactement ce que je viens de te dire. T'ouvres, tu désinfectes, et puis tu refermes. Donc juste après ça, je dois me charcuter tout seul. Du coup, je suis un petit peu handicapé, je peux plus pêcher comme je veux. Alors ça à la main, ça va, mais c'est là où j'ai remarqué que dès que tu as quelque chose physiquement qui va un peu moins bien, ça change énormément la donne. Et j'arrive à ces 150 jours-là, et je me dis, yes, c'est cool. Xav, t'avais dit que tu faisais 150, enfin, t'avais ramené à 150, maintenant t'as fait tes 150, yes, c'est cool. Mais je me dis, ok, bon, ben, j'ai encore des images à filmer, j'ai pas tout exploré la jungle quand même. Allez, on pousse à 200. Et du coup, ça faisait que 50 en plus, c'est 3 fois rien. Je fais les 50 jours en plus et j'arrive à 200. Et je me dis, ah, Dieu, si je fais encore 100, il y a mon pote Gaël qui vient me chercher. Et du coup, ça serait bête maintenant d'abandonner après 200. T'as fait les 2 tiers. Et c'est comme ça que j'ai pu faire les 100 jours qui m'amenaient jusqu'à la fin. Mais j'ai dû morceler mon aventure parce que le fait d'être tout seul, beaucoup de mes pensées allaient vers mes proches, mes amis, ma famille, mon ami. Et ça te fout le moral en l'air parce que tu te sens seul déjà, ça c'est clair. Et du coup, je réalise que je dois faire le brouillard autour de moi. Je dois oublier tout ce qui n'est pas en rapport avec l'île pour pouvoir vivre cette aventure solitaire. Sur mon île, je fais toujours attention d'avoir des pensées positives. Même si je glisse, au lieu de gueuler ou de m'énerver, ben je rigole. Je travaille beaucoup comme ça. On se fait tout à soi-même. Et le fait de s'énerver contre soi-même, eh bien, on se met des mauvaises énergies. Sur mon île, j'ai énormément d'autodérision parce que je fais énormément de choses fausses. Je dois refaire plusieurs fois les mêmes choses. J'ai l'impression que je suis très pâteau, surtout dans les premiers mois. Du coup, ben, je rigole énormément de moi-même. Et le fait de pouvoir rire de soi, ça montre déjà que on s'accepte un peu comme on est déjà, puis qu'on n'est pas trop un but de sa personne. Et puis rire de soi, c'est être positif. Et si on peut rire de soi, après on peut rire des autres. Plus ça avance, plus je suis mon meilleur pote, parce que je me connais de mieux en mieux. Et on a tous nos défauts, nos qualités. Et puis les défauts, on essaye de les effacer, de les enlever. Puis on essaye de mettre de plus en plus de qualités. Et plus on se connaît, mieux c'est, je pense. De temps en temps, je vois des bateaux au loin. Et moi, je veux qu'ils viennent, ces voiliers, toi. Et du coup, je me mets sur le rivage et puis je fais des feux. Idéalement, avec énormément de fumée pour les attirer. Et ils viennent jamais. Et un jour, j'étais en train de marcher dans la jungle et je vois un voilier qui passe, mais à 300 mètres, quoi. Et je suis là, mais lui, je peux pas le louper. Je me mets sur le rivage, je fais un feu et le temps que le feu a pris, le voilier, il a déjà tourné plus loin de l'île. Et je suis là, mais mince, il passait juste là, quoi. Et du coup, le feu continue à brûler, je retourne à ma cabane. Peut-être une demi-heure après, j'entends un petit dinghy à moteur, un petit bateau moteur qui vient dans ma direction. Et du coup, je cours sur le rivage. Et là, le bateau moteur voit le feu et il vient clairement sur moi, là. Et il se rapproche. Et au lieu d'accoster, il reste à 15 mètres. Il vient pas plus près. Faut pas oublier de dire que j'ai les habits complètement lamelles partout. J'ai une grosse barbe. Je suis un blanc avec une casquette délavée et une grosse machette dans la main. Et le mec, il reste à 15 mètres. Hein. Et il parle parfaitement l'anglais. Il me dit, ah, vous faites quoi, là? Je dis, moi, je vis ici. Il me dit, mais il est où votre village? Je dis, ma cabane, elle est juste là. Il me dit, mais les autres, ils sont où? Je dis, mais je suis seul. Et le mec, il croit pas. On discute bon 10 minutes, je pense, avant qu'il se rapproche. Hein. Et il se rapproche. On se serre la main et il me dit, il est avec sa femme, ses enfants et 2 copains. Il passait au large de Tofua et il voulait aller voir le volcan. Parce que c'est un volcan qui est super beau, en plus il est actif. Mais il ne savait pas du tout où accoster. Et si tu ne connais pas le chemin pour aller au volcan, tu es mort. Du moment que tu connais le chemin, allez, en 1 heure, tu es en haut. Après, tu traverses 1 heure et tu redescends 1 heure. En gros, allez, à 2h30, 3h, tu y es. Et du coup, il me dit, voilà, on aimerait bien venir sur l'île. Et je leur dis, tu peux ancrer le bateau plus ou moins là-bas et revenez. Et ils m'ont invité à bord. J'ai passé un petit moment à bord d'un bateau, j'étais tout content. Après, on vient à terre, et moi, j'ai trouvé génial parce que
je servais à quelque chose, tu vois, à ce moment-là. Je leur ai servi de guide, je leur sers de guide. Je les amène jusqu'au volcan, on passe un petit moment en haut. Eux, ils sont bluffés par la beauté de la caldeira à l'intérieur. You like the work with the machete? Really cool way to go through the forest. J'ai pu leur servir de guide. Et puis aujourd'hui, j'étais pas seul et j'ai pu faire quelque chose d'utile pour quelqu'un d'autre. Ça, je suis vraiment content. Et du coup, ils m'ont donné un peu de riz, quelques oignons, une gousse d'ail et puis 2 bières et un coca. Et en fin de journée, eux, ils me disent on doit repartir, on est pressés. Vous êtes pressés d'aller où, les gars? Vous êtes sur un voilier, là, vous êtes sur une île inhabitée, restez la nuit. Et non, eux, ils doivent rentrer. Ils doivent rentrer en Nouvelle-Zélande dans 1 semaine et demie ou 2 semaines. Ils doivent être en Nouvelle-Zélande. Et je comprenais pas, moi, après tant de mois, qu'est-ce que c'était d'être stressé. Moi, j'avais tout le temps du monde à disposition. La dame, en partant, elle a ses palmes, elle part à la nage. Et les mecs partent, il reste plus qu'elle. Elle est en train de se préparer. Et puis elle me dit, mais tu seras pas plus malheureux encore demain, parce qu'aujourd'hui tu nous as vus, tu étais en contact avec des gens, et demain tu seras de nouveau seul. Et je lui réponds simplement que non, juste le fait d'avoir vu des gens aujourd'hui, ça m'a rechargé mes batteries, et demain c'est un autre jour. Juste le fait d'avoir croisé des gens et d'avoir été utile, c'est ça. Sans moi, ils auraient jamais été au volcan. Ça, c'est clair et net, je te cache. J'ai pu participer un peu à leur voyage à ma manière. Et les jours d'après, quand je pense à eux, j'ai le sourire. Moi, je savais que je partais vers la solitude. C'était un des buts du voyage. Et moi, j'ai choisi d'être seul. Donc, je fais avec. Mais il y a des gens qui sont seuls tout le temps, même au milieu d'une ville. Beaucoup de personnes âgées, elle spécialement, et ça, je trouvais triste. Ça doit être horrible, comme feeling de vie, t'imagines. Quand il reste plus que 100 jours, les 100 derniers jours, de nouveau, là, j'ai envie de partir. Je sais que mon ami va venir, mais je sais que la fin se rapproche. Et quand la fin se rapproche, tu veux que ça arrive. Et cette période-là, j'ai peut-être un peu une fuite en avant, où je me dis, mais là, les jours, faut que ça avance. Et plus t'as l'envie que les jours avancent, moins ils avancent. Et je sais pas exactement quel jour il arrive. Moi, je passe ma journée assis sur le récif. Je sais depuis quelle direction il doit venir. Il doit venir depuis l'île de Kotou. Et du coup, je passe ma journée à regarder le bout de mon île où le bateau doit venir, quoi. Le matin, je vais pêcher. Je sais qu'ils n'arrivent pas tôt le matin parce qu'il y a 3 heures et demie de bateau selon la mer. Et du coup, le matin, je me dépêche. Là, je me dépêche de faire tout ce que j'ai à faire. Et après, tous les jours, je ramène du bois sec sur la plage, sur le récif. Pour le jour où je vois arriver le bateau, j'allume. Et je veux que ça fasse un méga feu, quoi. Je veux que mon pote Gaël, il me voie à des kilomètres à la ronde. Et un matin, je vois un bateau qui arrive au loin, et là, c'est Gaël qui arrive. Gaël vient me chercher 2 semaines avant mon retour, pour une raison très simple. De un, c'était déjà de voir dans quel état j'étais, comment j'allais, psychologiquement aussi comment j'allais. Est-ce que je suis prêt à rentrer? Potentiellement, dis-moi tout seul, tu peux venir fou. Eux, ils n'avaient pas trop d'idées quand ils écoutent les petits voice messages que je fais. Certains, je suis à fond, et d'autres, je suis vraiment au fond du trou. Hein. Et quand t'as tes proches, ta famille qui écoutent ça, ils sont là, mais à un moment donné, ils se sont dit, mais on va le chercher. Hein. Et du coup, c'était de me resociabiliser un petit peu aussi. Je pense que j'avais besoin de partager ça avec quelqu'un. Il a vécu 2 semaines avec moi, il a dormi, je l'ai perdu dans la jungle volontairement, je l'ai laissé faire toutes les erreurs que moi j'avais fait au début, sauf que pour une fois c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre qui faisait, puis moi je pouvais bien me foutre de sa poire et partager ces moments aussi avec quelqu'un. Tous les soirs on fait un petit feu et on discute des heures. Moi je lui parle de ce que j'ai vécu sur l'île, de mes aventures, lui il me parle de ce qu'il a fait pendant ces 10 mois, il me parle de qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde, comment va le monde. Et après 12 jours, lui, il voulait plus repartir. On quitte l'île de Tofua, on arrive sur la petite île de Kotou. Là, il y a une énorme cérémonie, il y a tout le village, toute la communauté, là.
Ils ont fait griller des cochons. Ils nous font un accueil, mais incroyable. C'est histoire de saluer le Palangui qui a fait un retour à la nature, une sorte d'initiation, si tu veux. On reste 2 jours à Kotou et après on part à la capitale, Nuku'alofa. Là, on reste quelques jours. Le premier truc que je fais quand on arrive à la capitale, c'est de boire une bière et puis de manger un grand bout de viande. Parce que la viande, j'en ai pas mangé pendant 10 mois. J'ai mangé beaucoup de poissons. Et puis, on reste quelques jours et on rentre en Suisse. À l'aéroport de Genève, ils sont 40 ou 50, je pense. C'est que des copains. Moi, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que moi, je rentrais de ma petite aventure, mais j'avais aucune idée ils sont descendus à 2 bus, je pense, pour m'accueillir. Et il y avait 50 personnes qui étaient là pour moi, le petit Xavier Rosset des montagnes, qui avait fait son aventure. Et on est monté ici à Verbier. Je suis arrivé à 2h du matin. Il y avait encore 40 personnes qui m'attendaient en plus ici. Et puis on a fait la fête jusqu'au petit matin, je pense. Tout le monde part vers les 7h du matin. Et puis, moi, je reste seul dehors. Je regarde le soleil qui se lève. Et je m'assieds et je pleure. J'ai l'impression que je décharge toute l'émotion, toute la puissance de l'aventure que j'ai faite pendant ces 300 jours-là. Et je me dis, yes, je suis de retour à la maison. J'avais réussi mon expédition. Et ça, c'était le truc génial. Et cette aventure-là, c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup d'émotion, c'est que c'est un truc qui m'a poussé très loin dans mes derniers tranchements à certains moments. Et puis toujours, au lieu de voir les problèmes, j'ai dû trouver des solutions, j'ai dû continuer à y aller et foncer. Et ça, c'est un truc qui a été dans ma vie une expérience incroyable. Je pars vraiment sur cette île pour être libre. Et la plus grande liberté, c'est vraiment de faire ce que tu veux, quand tu veux. Et mis à part le fait de prévoir ce que j'allais faire le lendemain, je me laisse cette liberté incroyable de dire tu fais comme tu veux. Et ça, c'est un truc ici, on n'est pas habitué dans notre monde. On sait que pour la plupart des gens, 5 sur 7, on travaille. Le week-end, on se repose un peu. Samedi soir, on sort avec les copains. On a une vie qui est planifiée déjà sur 20 ans. On est déjà en train de faire un crédit pour acheter la maison. On sait ce qu'on voudra faire jusqu'à la retraite. Et être sur cette île inhabitée, seul en plus, fait en sorte que je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et ça, c'est la liberté ultime, c'est le luxe ultime de cette aventure. C'est peut-être ça aussi que je recherchais un peu, une liberté sans limite. Le documentaire retraçant l'aventure de Xavier Rosset, 300 jours seul sur une île, réalisé par Olivier Vittel, est disponible sur YouTube. Retrouvez le lien directement en description de cet épisode. Si ce podcast vous a plu, on vous invite à nous le dire en nous laissant des notes et des commentaires sur vos applications d'écoute. Ça nous aide à le faire découvrir au plus grand nombre. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir et monté par Chloé Wibo et Capucine Lebeau. Le texte a été écrit et lu par Clémence Accard. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. Merci à Xavier Rosset pour sa participation et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire. Alors, à très bientôt.